Bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau podcast de Fourier Lega. Et ce soir, nous allons consacrer l'intégralité de l'émission à un bilan du mercato avec, en deuxième partie, un focus particulier sur le Barça avec notre invité Florent Torchu, correspondant à Barcelone pour l'équipe et France Football. Cette semaine, la joyeuse bande est composée uniquement de Machos Alpha. Gainsbourg a écrit Initial Bébé pour lui. Quand on lui dit « tu les aimes, mes filles », il vous tacle. À la régie et devant la défense, Benjamin Bruchet, bonsoir. Bonsoir. Il y a Paul, Pavel, Bernard et Boyard, mais le meilleur fort est dans Fourier Lega. Nicolas Faure, bonsoir. Salut à tous. MSF avait son French Doctor, Fourier Lega a son MFS, son boucher tarragonais. Max Franco Sanchez, bonsoir. Bonsoir. Tu te surpasses à chaque fois, franchement, sur les intros. C'est magnifique. C'est toujours mieux. Mon plaisir. Sans plus attendre, on commence ce podcast avec vos gagnants de l'intersaison et un club arrive tout en haut de votre classement, c'est le Betis. Benjamin. Alors totalement. Alors déjà parce qu'ils sont arrivés à faire table rase du passé, ils ont beaucoup liquidé les joueurs qui avaient pas le niveau et pas la place pour ce qu'ils voulaient faire en place. Ils ont pris le coach très intéressant et qui avait magnifié Las Palmas avec Quique Setien. Et après ils ont beaucoup pris, ils ont pris Sergio León, ils ont pris Andrés Guardado. Ils ont pris Camarasa, ils ont pris Boudbou, ils ont pris Tello, ils ont pris Ravi Garcia. Donc ils ont quand même ils ont pris beaucoup de joueurs très très bons, avec un peu des joueurs relancés, plutôt des bons coups. Donc c'est vrai que sur le coup, c'est un des clubs qui a le mieux recruté. Après, je pense que ça va prendre un peu de temps à se mettre en place sur le terrain, parce qu'il y a un gros changement à faire. Mais sur le papier, c'est un des clubs pour moi qui a fait le meilleur recrutement en Liga, pour son niveau. Je pense qu'on va sûrement être d'accord à peu près tous, surtout déjà l'arrivée de Quique Setien. On en a parlé, il me semble qu'on en avait parlé lors du premier podcast. Setien avec Las Palmas, c'est 6 mois vraiment jouissifs, j'ai envie de dire. Après, c'est vrai qu'il y a un gros coup derrière avec ce qui se passe, il dit qu'il va quitter le club, des problèmes extrasportifs, etc. Donc à confirmer quand même au Betis. Sergio León, c'est le seul survivant quasiment du naufrage d'Osasuna, 10 buts en 33 matchs, donc pourquoi pas un peu plus. D'ailleurs, on en parlait aussi dans les goleadores de l'ombre. Et puis surtout le milieu de terrain, je pense que Ben a cité Camarasa, Tello, Guardado, Boudbouz, Ravi Garcia. Il va changer complètement le milieu de terrain. C'est des joueurs de ballon quasiment tous. Ça va jouer au ballon, je pense, cette saison le Betis. Ils avaient perdu Ceballos. On aurait pu se dire Ceballos qui est parti au Real. On aurait pu se dire ça va être compliqué de remplacer un joueur comme ça. Mais bon, Tello, à voir ce qui vaut maintenant, hein, c'est clair. Mais Guardado, déjà, il a vite montré ce qu'il valait, avec notamment 2 passes décisives contre le Celta. Boudbouz, on le connaît de la Ligue 1. Javi Garcia, ça va renforcer aussi ce milieu de terrain. Et puis Camarasa, qui je pense, avec Quique Setien, il peut faire quelque chose. Il a montré de belles choses avec Alaves aussi. S'il fait ce petit pas en avant, Camarasa, il peut être très très important pour le Betis. Et c'est clairement pour moi un des tops de ce Mercato Liga. Ce qui est intéressant, ce que je trouve intéressant en tout cas, c'est que c'est François qui parlait du Betis qui a retenu les erreurs du passé. Et on a vu que lors des derniers mercatos, le Betis était souvent allé chercher des joueurs un peu, pas bling-bling, mais des joueurs qui avaient quand même une petite cote à l'étranger, des joueurs, je pense à Sanabria par exemple, ou des joueurs comme ça, qui n'avaient pas forcément une grosse expérience en Liga. Et là, cet été, on voit que c'est tout le contraire. C'est-à-dire qu'ils ont pris des joueurs expérimentés, qui connaissent la Liga, auxquels on a ajouté 2-3 mecs comme Boudbouz, qui vont apporter un peu cette touche de fantaisie. Et voilà, c'est le travail de Serra Ferrer, donc qui est revenu cet été au Betis, qu'il faut vraiment mettre en avant, et surtout pour des prix qui sont quand même raisonnables, parce que franchement, Camarasa à 7 millions d'euros, pour moi c'est un super coup. Guardado, qui est quand même un pilier de la sélection mexicaine, qui a prouvé en Europe tout ce qu'il vaut, pour 2 millions d'euros, franchement c'est vraiment des bons coups qu'ils ont fait. Bah, ils ont pas trop mal vendu, et ils ont quasiment tout réinvesti sans se mettre dans le rouge, quoi. Donc ils ont tout changé entre guillemets, en sécurisant leurs finances et pas en investissant trop quoi. Et puis on va pas oublier, peut-être quand même, ça peut être important, un possible retour de Ruben Castro en décembre. Il est prêté en Chine jusqu'en décembre, mais bon, les problèmes qu'il a hors terrain ont été réglés par la justice. Il pourrait revenir en décembre. Ça peut faire mal de voir avec Sergio León et Sanabria. C'est sûr. Et aussi un élément très important qui pour le coup ne concerne pas directement le mercato, mais les problèmes extrasportifs qu'a connu le Betis. Il y a une grave crise institutionnelle depuis plus de 10 ans.
Et par rapport à la propriété des actions du club, il y avait des guerres de clans entre les différents clans justement, et ça a été réglé cet été. Et je pense que ça, c'est un truc qui va vraiment faire du bien au club. Et puis le stade, il est tout neuf. Et puis... Oui, t'as un stade qui est tout neuf avec la Gold Soul qui vient d'être achevée. Et puis, je crois que ces 3 dernières années, ils ont changé régulièrement de directeur sportif. Ça leur a coûté de l'argent d'ailleurs, parce que directeur sportif qui a signé sur plusieurs années et qui ont été dégagés dès la première saison. Donc forcément, là, j'ai l'impression quand même qu'ils sont un peu en train de se remettre à l'endroit. Et peut-être qu'on aura enfin un Grand Derby un peu intéressant cette année. Alors, moi, j'ai une question sur le chat de Victor, qui nous demande quelle place peut viser le Betis cette année, selon nous. 7ème. Allez. Moi, j'étais parti sur top 10. Qui est 7ème? Qui est 7ème? Mais oui. Voilà. Donc, tout à fait ça. Donc oui, le top 10, pour moi, ça serait déjà bien s'ils rentrent dans le top 10 et après, ils essayent d'accrocher le bon wagon si ça tient, quoi. Ça va dépendre de la mayonnaise de Kike Setien de toute façon. Mais bon, s'il arrive à montrer un petit peu le premier visage qu'on a vu de Las Palmas avec, comme on a tous dit là, hein, avec le groupe qu'ils ont réussi à former, je pense que le top 10 est largement faisable. Après, voilà, est-ce que dans les têtes ça va suivre? Est-ce que Kike Setien va vraiment s'impliquer dans ce projet à fond? Je pense que oui, mais bon, on sait jamais. Mais bon, ça peut être pas mal, hein, le Betis quand même. On va parler d'un autre club qui, selon vous, a bien marché cet été pour le Mercato, c'est Leganés, le club de la banlieue sud de Madrid, et qui a bien commencé sa saison, puisqu'il est invaincu et il n'a pas encaissé de but. Ça a l'air de prendre encore une fois avec Assar Garitano, Nico. Oui, alors Leganés, bon, il y a quand même, il y a beaucoup d'arrivées, il y a beaucoup de départs, donc des fins de prêt, etc. 25 arrivées. Hein. Voilà, mais bon, ça, je trouve que ce qui est assez marrant entre guillemets et intéressant, c'est que justement malgré toutes ces arrivées, ils arrivent toujours à garder ce bloc dont je parlais là, lors du dernier podcast. Moi, c'est quelque chose qui m'a un petit peu surpris de voir tout le monde arriver, mais ils ont quand même réussi aussi à garder quasiment tous leurs titulaires de la saison dernière. Donc Herrera il est reparti à Bilbao, certes, parce que bon, on rappelle que Cervantes était blessé, donc c'était Herrera qui avait pris sa place, et Cuellar du Sporting qui vient. Ils arrivent à prendre quand même Beauvu et Amrabat devant, c'est pas mal pour un club comme Leganés. Et puis derrière t'as Siovas qui reste, il a fait une très bonne saison, il reste, et t'as Ezequiel Munoz qui arrive pour 2 millions, il me semble, de Gênes. Munoz il est très bon en ce début de saison. Siovas est blessé, avec Mantovani, Siovas, Munoz, ça va tenir encore la baraque derrière. Je pense qu'ils ont vraiment réussi à trouver un équilibre avec en plus un milieu de terrain toujours intéressant, Ruben Pérez qui est exceptionnel, Zimanowski et Gabriel qui sont restés. Très bon point positif aussi pour Leganés, un des petits de cette Liga qui a d'ailleurs bien commencé. J'espère que ça va continuer, et en voyant un petit peu ce qu'ils ont fait, je pense que c'est aussi possible de les voir moins galérer que la saison dernière où ils ont attendu les derniers instants pour sauver. Moi, le seul souci que je vois avec ce mercato de Leganés, c'est un souci qu'ils avaient déjà l'an dernier, c'est le manque de buteurs devant. C'est-à-dire que t'as pas ce joueur qui va te planter, on va dire, 10-12 buts pour rester raisonnable pour une équipe de deuxième partie de tableau. Et ça, forcément, tu risques de le payer en fin de saison, parce que là, les attaquants, c'est Koné et Guerreiro, donc qui vont sûrement être les titulaires. Après, c'est vrai qu'il y a des joueurs comme Gabriel, qui est un milieu de terrain, mais qui arrive quand même à marquer un certain nombre de buts par saison. Mais il manque quand même ce buteur, et je trouve que c'est décevant que cette position n'ait pas été renforcée, alors que c'était peut-être la position prioritaire. C'est possible qu'Amrabat ou Beauvu soient aussi peut-être vus par Leganés pour jouer à ce poste-là. Après, c'est vrai que Guerreiro, j'aime bien ce qu'il fait, mais c'est vrai que malheureusement, il lui manque une des choses un petit peu importantes quand on est attaquant, c'est marquer des buts. Ouais, il vendange pas mal. Alors, on a une deuxième question, encore de Victor, qui demande si on a entendu parler de Wally Diouf, qui vient de signer à Leganés cet été, il me semble, en provenance de l'OL. Donc, si on en pensait quelque chose, si on connaissait ou pas. Donc, moi, je connais pas du tout. C'est juste qu'il vient d'arriver de l'OL, donc je peux pas vous t'en dire plus. Si mes collègues, Moi non plus. Non, pour être honnête, je ne connais pas ce joueur. De toute façon, faut voir. Ouais, justement, c'est ce que je me disais. Je pense pas que ce soit pour l'équipe première. Ouais, il a signé pro, il a 21 ans, c'est un défenseur. Tout ce que je sais. Merci Victor, on regardera, tiens, pour le prochain. On fera le boulot pour le prochain. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Ça, il est pas dans le groupe pro, en tout cas, je crois pas qu'il soit recensé sur le. Non,
J'ai regardé tout à l'heure justement en préparant un peu l'émission et il n'était pas dans l'effectif. Donc on ira chercher la prochaine fois et on donnera des nouvelles de Wadi Diouf. Un tour de table, chacun une troisième équipe dont le recrutement vous a plu. Alors si je peux me permettre, je vais te faire plaisir. Enfin, je vais faire plaisir à François. C'est Valence. Parce que Valence, alors c'est vrai que les recrues sont arrivées particulièrement tard. Il y a eu beaucoup de recrues dans les derniers jours du mercato. Mais je trouve que ça s'est bien renforcé. En plus, pour une fois, je trouve que chaque recrue amène de la qualité. C'est-à-dire qu'on n'a pas recruté 15 mecs et pour qu'au final, il y en ait 4-5 qui soient efficaces. Je trouve que chaque joueur va vraiment apporter une véritable plus-value. Kondogbia, pour moi, c'est vraiment la recrue top. C'est vrai que c'est un joueur qui est vraiment raillé un peu. Voilà, il y a des moqueries. Mais ce qu'il a fait à Séville, moi, je m'en souviens toujours. Et s'il est à ce niveau à Valence, ça va être énorme. La défense, ça a été bien renforcée. J'ai peut-être un petit peu de doute sur Neto par rapport au gardien qui était là avant lui, notamment Alves, et surtout Marcelino, quoi, parce que quand on parle de mercato, il faut aussi noter les nouveaux entraîneurs, et je pense que Marcelino, c'est parmi ce qui se fait de mieux en Liga, et franchement, Valence, je suis convaincu que ça peut jouer le top 5 sans souci majeur dès cette saison. Pour l'instant, ce qu'a fait Marcelino plaît beaucoup. À Valence, les gens sont assez confiants parce qu'il y a un entraîneur, un vrai entraîneur, c'est-à-dire pas un préparateur physique comme Ayestaran ou Gary Neville, qui n'a même pas de statut. Voilà. Nivoro qui a été délégué. L'axe déjà a été bien renforcé, parce qu'il y a Gabriel Paulista et Murillo qui ont signé. Robin Vesso vient de prolonger son contrat et Garay est resté. Donc déjà, c'est pas mal. Et il y a Javier Jiménez qui est en backup, qui va jouer pas mal avec le Mestalia de Lugo Penef. Ensuite, oui, le milieu de terrain avec Kondogbia, c'est peut-être la bonne pioche. Et on comprend, après le match contre le Real Madrid, pourquoi Marcelino a fait des pieds et des mains pour l'avoir. Donc, et puis surtout ce positionnement en 4-4-2. Voilà, donc, et puis Guedes, moi je tends beaucoup de Guedes, on verra bien, parce que Peter Lim a fait 2 fois le voyage à Paris. Donc, Peter Lim est allé plus de fois au Parc des Princes qu'à Mestalia cette année. C'est vrai. Donc Guedes, il a vraiment voulu l'avoir, donc on espère qu'il va cartonner, puisque en plus chaque fois on me demande il t'en pense quoi Guedes, il joue PSG, j'aimerais bien te le dire, mais il n'a pas beaucoup joué, donc on ne sait pas. Et moi, pour compléter sur Valence, en plus de ça, ils ont vendu les indésirables. Exactement. Donc ça fait qu'ils ont pris un coach, ils ont pris des bons joueurs et ils ont viré les gens qui voulaient plus. Donc, ouais, pas cher les indésirables. Ouais, mais ils sont partis, déjà c'est le point. Ils sont partis, donc c'est quasiment un tout bon, ils ont en tous les cas pour faire un bon mercato, quoi. De toute façon, c'est pas compliqué. Tu as mis des mecs compétents à la tête du club, c'est-à-dire Marcelino en tant que coach et Matteo Alemann en tant que directeur général. Donc forcément, quand tu as des mecs qui sont compétents à la tête d'un club, forcément c'est toujours plus simple après pour bien travailler. Tu veux savoir qui c'est qui a poussé Matteo Alemann à être à Valence? C'est un certain Javier Tebas. Oula. Là, c'est bizarre. Ils travaillaient ensemble à Majorque. Parce que Tebas a eu des parts dans Majorque il y a quelques années. Voilà. Tout se transforme. Tout est lié. Non, mais moi, la prochaine fois, je vais à la piscine et je vais voir de quoi je suis capable. Je vais voir si je peux être comme Neymar. Bon joueur tout en haut, là. Ah ouais. J'ai le vertige, mais bon, on verra. Nico, ton club? C'est compliqué parce que j'en ai... j'hésite entre Levante et le Celta pour le coup. Je vais dire le Celta. Pour plusieurs raisons. Déjà, Emre Mor, qui je pense que ça a surpris quand même pas mal de monde. Ce petit jeune international turc qui vient du BVB de Dortmund et trompe 13 millions d'euros quand même. Donc voilà, c'est une grande. On attend beaucoup de ce petit. Moi ça m'a surpris, mais aussi Maxi Gomez devant. Maxi Gomez en début de saison, 3 buts du Celta, 3 buts de Maxi Gomez. Je pense que ça peut être une bonne pioche. En plus, c'est vrai que c'est un profil
qui manquait peut-être un peu au Celta quand il n'y a pas Guidetti en plus. D'ailleurs, il est blessé. Quand tu as des joueurs comme Sisto et Aspas sur les côtés, parce que c'est ce que fait un petit peu le Celta en ce moment, ou alors Emre Mor, qui va également être sur un côté, ces joueurs un petit peu fantasy, dribble, machin, c'est bien qu'il y ait quand même un attaquant un peu plus physique comme Maxi Gomez qui rentre un peu dans tout le monde. En plus de ça, il sait marquer des buts, très bonne pioche. Et puis important aussi de ce Celta, ce qui me plaît, c'est un petit peu comme les Ganes, le noyau milieu de terrain il reste, c'est-à-dire que t'as Vas, Radoja, Tuku, Rosabed, ils sont toujours là. C'est très important pour une équipe comme le Celta, comme ils l'ont montré notamment l'année dernière avec Berizzo. Je pense que ça devrait quand même bouger un petit peu. Il y aura moins de rotation de la part de Donsoué. Donc je suis assez content avec ce qu'a fait le Celta, surtout ce milieu de terrain qui est vraiment balèze aussi avec Vas, donc Radoja, Tuku qui petit à petit je pense qu'il va revenir aussi dans l'équipe. Et puis Rosabed qui peut aussi amener cette touche technique en plus. Donc le Celta. Moi, je suis plutôt d'accord avec tout ce qui a été dit, surtout Maxi Gomez, c'est incroyable parce que j'ai l'impression que le moindre ballon que tu mets dans la boîte, il sera à la réception pour le mettre au fond. On va quand même peut-être pas trop s'enflammer parce que voilà, ça arrive souvent qu'il y ait des attaquants qui commencent très fort et qu'il y a après attaquants qui commencent très fort ensuite. Mais pour l'instant, c'est vraiment impressionnant. Et le petit Lobotka aussi, qui a d'ailleurs fait un très bon match à Wembley face à l'Angleterre. Lui, je pense que c'est un milieu de terrain qui, d'ici quelques mois, une fois qu'il sera bien intégré, les rouages, un peu compris les rouages de la Liga, etc., je pense que c'est quelqu'un qui va nous faire rêver un peu. D'ailleurs, j'ai lu que Emre Mor était le deuxième choix du Celta. Et que le premier choix, c'était Rémi Cabella. Et que Cabella a refusé de signer au Celta, et finalement, ils sont rabattus sur Emre Mor. J'avais cru voir ça aussi, que Cabella préfère rester en Ligue 1, effectivement. Après, s'ils avaient 13 millions, je pense que Cabella, l'OM, il l'aurait envoyé est-ce que c'est pas le même genre de mouvement? Souvent, à mon avis, c'est plutôt une incompatibilité d'entente entre l'OM et le Celta, non? Parce que l'OM voulait plutôt prêter Cabella, et eux, ils avaient l'air de vouloir acheter un joueur, non? Enfin, je crois. À 13 non, millions, mais je pense que Cabella voulait rester aussi. Mais... c'est sûr que si on parle de 13 millions, Marseille aurait même pas réfléchi. Mais je crois que c'est vrai, comme dit Max, Cabella voulait rester en Ligue 1. Après, aujourd'hui, je suis pas sûr que ce soit le mauvais choix, vraiment. Mais bon, on verra. Mais c'est vrai que lui, ça m'a vraiment surpris. 13 millions comme ça pour Mor. Et puis qu'il parte du Borussia. Et je pense que il va être titulaire tout le temps, à mon avis. Donc peut-être déjà dès ce week-end, faut voir. Il a joué un petit peu contre la Croatie, il me semble, donc voilà, à voir. Mais puis, ça peut être pas mal. Et puis ça peut enfin être la saison de Sisto, qui a un peu appris l'année dernière et qui a un peu été un gros apprentissage. Et là, il doit montrer cette année ce qu'il avait montré au Danemark, avec une grosse capacité de frappe, de provocation et tout ça. Où on a vu qu'il avait des qualités l'année dernière, mais c'était encore trop brouillon. Et il y avait beaucoup à faire pour le faire éclore totalement. Surtout sans Bongonda qui est parti aussi. Voilà, exact. Et après, vous m'excuserez encore une fois de faire un peu le rabat-joie de service, mais c'est quand même vraiment dommage que la défense n'ait pas été renforcée, quoi. Oui. De toute façon, on l'a encore vu sur les premiers matchs. Déjà que c'était terrible l'an dernier, avec des latéraux qui montaient énormément, une défense centrale et le marquage complètement approximatif. Et là, moi, je m'attendais quand même à l'arrivée d'un défenseur, d'un taulier pour la défense. Et finalement, il n'est pas venu. Et ça peut encore coûter cher au Celta, je pense. Et d'un gardien de but aussi. Oui, le gardien de but. Mais on peut avoir confiance au petit Ruben, non? Le petit Ruben, peut-être, en espérant qu'il prenne quand même la place de Sergio, ce serait pas mal que Ruben Blanco arrive à... Parce que Sergio, c'est pas possible. Surtout dans une équipe où il faut jouer au pied. Où il faut ressortir le ballon proprement de l'arrière, donc ça passe déjà par le gardien. C'est assez incroyable d'avoir un gardien aussi mauvais balle au pied. Ouais, c'est vrai. Et toi, Benjamin, quelle troisième équipe tu sortirais du lot? C'est assez... Après, il y a beaucoup d'équipes qui sont un peu entre deux, où on sait pas trop s'ils ont plutôt réussi ou raté. Donc moi, j'ai pas vraiment de troisième équipe. Mais je pense que Nico, on a encore une sur le coude. Ah oui, moi j'en ai. Et ça va vous plaire, je pense. C'est le FC Séville de Berizzo. Alors là, ça va peut-être faire jaser. J'en suis d'ailleurs sûr et certain, parce que c'est vrai qu'il y a encore eu beaucoup de mouvements, notamment on en parlait un petit peu en off, le départ d'Ibora qui est
Et c'est dommage pour Séville, c'était un des tauliers, tout comme Vitolo. Bon, moi Vitolo, je pense qu'il a été bien remplacé par Nolito ou encore Jesus Navas, deux joueurs qui, en plus d'apporter de l'expérience, ils en ont encore pas mal sous le capot, comme ils montrent en ce début de saison. Mariano qui part à Galatasaray, certes, mais Corchia qui arrive. Bon, Corchia, c'est pas non plus n'importe qui. Je pense que ça peut être pas mal aussi avec Berizzo qui a un jeu très offensif. Milieu de terrain, Banega, Pizarro, je pense que c'est pareil. Bon, Banega, s'il évite de trop parler comme il a fait lors de son premier match avec Séville là, en arrivant. Pizarro qui a été très bon à Tigres, et que je pense avec Nzonzi qui est resté, qui est aussi un point positif de ce mercato de Séville pour moi. Banega, Pizarro, Nzonzi au milieu, ça peut vraiment faire mal. Après Kjaer, bon, c'est pas mal aussi au niveau expérience, etc. À voir s'il va vraiment réussir à être au niveau dans une défense qui en aura besoin, parce que bon, quand c'est un petit peu comme il se passait avec Bielsa, notamment à Marseille, que quand tout le monde va de l'avant, il faut quand même 2-3 bonhommes qui tiennent bien la baraque derrière. Kjaer, c'est pas encore le début de saison rêvé. Et puis Muriel devant. Muriel, c'est un petit peu comme Bacca, hein. Moi, Bacca à Séville, bon, on a tous vu ce qu'il a été capable de faire. Pourquoi pas Muriel? Après Muriel, le problème c'est que c'est le transfert le plus cher, ça va être toujours derrière lui, le transfert le plus cher de Séville, 20 millions. Il a eu un petit peu de mal à marquer dernièrement, donc il va tout le temps avoir ça derrière la tête. Va falloir qu'il arrive à planter pendant 2-3 matchs de suite, sachant que on va aussi rappeler que Berizzo est arrivé, très grand coach pour moi, même si des fois il part un petit peu en vrille avec trop de changements dans les équipes, mais bon, je suis persuadé que petit à petit il va réussir à faire quelque chose avec Séville. Oui, mais ça manque quand même cruellement de cadres, hein, parce que tous les cadres sont partis en l'espace de 3 ans. Est-ce que tu vois quelqu'un qui peut remplacer un joueur comme Iborra dans le vestiaire et sur le terrain? Peut-être Nolito, peut-être Jesus Navas, il est adulé là-bas. Je pense que c'est des joueurs. Ouais, mais est-ce qu'ils ont la mentalité pour ça? Nolito, je pense que oui, de ce que j'ai vu moi de Séville, sincèrement, dans ce début de saison, quand tu vois Nolito, quand il est sur le terrain, j'ai vraiment l'impression qu'il a faim, qu'il a envie, et je pense que ça peut aider un petit peu tout le monde. C'est vrai que on attend peut-être aussi un peu plus d'Nzonzi. Il a peut-être encore la tête au mercato, je sais pas, mais à mon avis, avec Kjaer aussi, s'il arrive à monter un petit peu de niveau, je pense que ça peut le faire. Après, oui, c'est clair que un départ d'Iborra, bon, Vitolo aussi, mais ça a été à mon avis remplacé au moins sur le terrain. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Il va falloir qu'ils réussissent à avaler un petit peu tout ça. Je pense que Berizzo, il a aussi un peu d'expérience maintenant, donc pourquoi pas. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Ce sera pas le champion d'Espagne, à mon avis, mais le mercato, pour moi, a été assez cohérent, malgré des départs que bon, tu peux pas faire non plus grand chose. Et heureusement qu'Nzonzi n'est pas parti aussi. Bah moi, c'est pour ça que moi je trouve pas que Séville soit vraiment un gagnant, parce que c'est devenu, ils ont changé de statut, c'est plus l'outsider un peu en Liga qui gagne juste à domicile, qui est à l'extérieur, qui fait tourner et qui fait un parcours en Europa League. Ils essayent de vraiment peser sur le titre et essayer de suivre la course au titre. Donc tu peux pas toujours tout changer tous les ans. Là ils ont changé de coach, c'est pas vraiment c'était pas vraiment prévu, mais ils ont quand même plutôt bien comblé ça. Mais à un moment, il faut quand même créer quelque chose, une base, et garder des cadres qui ont gagné avec ton club et qui sont quand même adorés et qui structurent ton vestiaire pour pouvoir grandir. Donc oui, ils ont fait un très bon mercato, il est bien géré, ils ont bien vendu, ils ont pas trop mal acheté, les joueurs ont du talent. Mais pour moi, ils ont, au pire des cas, ils ont limité la casse. Pour moi, ils n'ont pas gagné. C'est encore une saison de transition, donc pour moi, ils ont bricolé comme il fallait. Le recrutement s'est très bien passé, mais pour moi, ils ont pas gagné quelque chose. Il n'y a pas de plus-value en plus pour l'instant à Séville cette année. Une fois que ton coach part, de toute façon, que tu changes d'entraîneur, je pense que tu vas toujours repartir sur un projet presque nouveau, même si c'est quand même des entraîneurs similaires. Mais bon, je pense que ça, c'est clair que malheureusement, c'est un peu le problème qu'aura Séville, qui est Sampaoli est parti, Berizzo, c'est un peu le même style, ok. Mais je veux dire, c'est compliqué de garder le même projet quand tu changes d'entraîneur quand même. Bah moi, je suis plutôt d'accord avec Ben, c'est que c'est le problème éternel, on va dire, de Séville. C'est que tu peux pas construire, tu peux pas essayer d'atteindre ce qu'a fait Atlético, par exemple, en vendant tous tes cadres tous les étés. C'est pas possible. Pour qu'il y ait de la réussite, il faut qu'il y ait un minimum de stabilité. Et là, quand tu dois reconstruire, il parlait justement de saison de transition, c'est exactement ça. C'est tous les ans, c'est des saisons de transition pour Séville, j'ai l'impression. Et surtout qu'au final, tu vois, les joueurs qui partent tous les étés, ils partent pas forcément, en plus, de un, ils partent pas forcément pour des clubs qui sont supérieurs à Séville, et de deux, j'ai souvent quand même l'impression que Séville les pousse un peu à partir pour faire du bénéf. À part le cas Vitolo où tu as la clause qui est levée,
il y a des joueurs, j'ai quand même l'impression que Séville les a un peu poussés dehors. Jovetic, il était disponible pour pas cher. Séville n'a pas fait l'effort de s'aligner dessus, alors que concrètement, le club en avait les moyens. Donc voilà, j'ai l'impression que la direction de Séville envoie des messages un peu contradictoires. C'est-à-dire qu'à la fois, on veut se mêler un peu à cette lutte avec les trois ogres, mais en même temps, on a toujours un comportement de petit club, c'est-à-dire qu'on cherche un peu à faire tout le temps du profit, quitte à reconstruire l'équipe tous les ans. Et franchement, c'est assez frustrant en tant que fan neutre, on va dire, qui n'est pas sévillan, de voir une équipe qui finalement, qui stagne un peu, qui n'arrive pas à franchir ce cap comme a pu le faire Atlético. Tu as parlé de l'Atlético, justement. Vous les mettez dans la catégorie des perdants ou des gagnants de... Moi, je serais plutôt tendance à les mettre dans la catégorie des perdants, parce qu'on rappelle qu'ils n'ont pas pu recruter, ou alors des joueurs pour Jean-Pierre comme Vitolo, après un passage par Las Palmas. Mais pas mal de choses sont passées, notamment Griezmann, qui est un peu le franchise player, puisqu'il aime beaucoup les NBA, qui a failli partir avec sa clause qui monte, qui descend. Diego Costa qui n'a pas signé finalement, même en prévision de cet hiver. Vous en pensez quoi là, des Colchoneros? C'est compliqué parce que forcément ils ne pouvaient pas recruter. Donc au niveau des arrivées, Vitolo c'est vraiment un très bon joueur et je pense qu'il va vraiment bien s'intégrer. C'est totalement le type de joueur que Simone veut. Et d'ailleurs c'est pas un hasard si c'est vraiment Simone qui a poussé pour l'avoir. Diego Costa, je pense que ça va se faire. Donc au niveau des arrivées, dès le mois de janvier, ça va être plutôt bon. Moi, je suis plutôt déçu par certains départs. Je pense qu'un joueur comme Kranviter, j'aurais aimé le revoir, qu'il ait une nouvelle chance. Un joueur comme Vieto, bon, il n'est pas parti, mais pareil, il va pas avoir sa chance. Santos Borré, pareil, il est parti. Enfin, je trouve ça un peu dommage que l'Atlético soit aussi rapidement défait de certains jeunes. C'est Oliver aussi qui est parti, c'est ça, hein? Il y a 2 ans. Alors Oliver, il était prêté à Porto, il y avait des histoires d'options d'achat, mais je crois qu'il est pas revenu à Atlético cet été en tout cas. Donc c'est pas vraiment un départ. Et voilà, c'est pareil. Il s'appelle Mensah, qui était venu du Portugal avec cette étiquette un peu de crack portugais et qui finalement est parti en Turquie cet été. Donc voilà, je suis un peu frustré par ça, mais sinon je me fais pas de soucis par rapport au mercato. Donc moi il est prêté aussi, hein, il me semble, même ça, c'est ça. Je crois qu'il est prêté. Et bon après, je pense que le gros flop pour moi aujourd'hui de l'Atlético, même si je suis pas sûr non plus de les mettre dans les perdants, vraiment ni dans les gagnants d'ailleurs, mais c'est le coup Théo Hernandez. Théo Hernandez qui part au Real. Enfin, je sais pas. Après, les Colchoneros sûrement ils ont pas dû apprécier. Il part au Real parce qu'il est fâché. Le problème, c'est que t'as pas le temps de à dire quoi. Le joueur veut partir, le Real lève la clause. Tu peux pas mettre ça sur le compte des dirigeants de l'Atlético pour le. Non. Je mets pas le transfert en lui-même sur le compte, mais je pense que quand il y a une interdiction là comme ils ont actuellement, c'est à ce moment-là où il faut vraiment que tu commences à te dire il faut réussir à convaincre ce genre de joueur. Comme tu dis, bon, Oliver Torres, ok, il avait une clause, ils ont payé 20 millions, bon, alors, tu peux rien faire. Théo Hernandez, il a une clause aussi, bon, tous les joueurs ont des clauses en Espagne, mais Théo Hernandez, il va quand même au Real pour être remplaçant aussi, c'est-à-dire que je pense qu'il y avait peut-être un petit peu plus à faire. Donc bon, c'est pour ça que je les mets pas ni dans les perdants ni dans les gagnants, parce que on va quand même rappeler qu'il y a cette interdiction, ils peuvent pas faire grand-chose, mais c'est vrai que pour moi, ils auraient peut-être pu mieux faire avant. C'est-à-dire au cours de l'année dernière, essayer de parler avec Théo. Je sais pas, je sais qu'on m'avait dit qu'il avait été très fâché quand l'Atlético a décidé de le faire jouer en équipe B, comme quoi il n'avait pas le niveau pour jouer en équipe 1 avant Alaves, hein, bien sûr je parle. Et puis c'est un petit peu, c'est dommage parce que ça irait bien aussi pour Cholo ce genre de joueur là. Donc voilà, mais en gros on peut pas trop non plus faire une analyse perdant-gagnant aujourd'hui. Ils ont quand même réussi à faire Vitolo, dommage pour Diego Costa, mais bon, franchement ça avait l'air compliqué. Je sais pas ce qui se passe avec Chelsea, mais non, mais ça va se faire de toute façon avant. Oui, non, mais ça se fera pas cet été, c'est sûr. Peut-être en hiver, on va voir. Est-ce qu'il va jouer pendant 6 mois? C'est ça la question. Enfin, voilà, ça risque d'être un peu. À mon avis, on est reparti pour un tour en hiver. Hein. Benjamin, tu as des questions, je crois, sur le chat. Alors, j'ai 4 questions. 3 questions plutôt. Donc, moi, j'ai une question d'abord de Victor, toujours pareil, qui nous demande si le montage financier pour Vitolo est 100% légal. Je dirais oui, c'est le même que pour Neymar.
C'est habituel en Espagne. Moi, je dirais pas sûr, mais Enfin, j'ai pas d'infos à ce sujet. Mais bon, ça me paraît quand même très très poussé. Mais voilà. À mon avis, Atlético, avec la sanction qu'ils se sont pris il y a pas longtemps, ils savent que l'UEFA regarde ça de près. Ils n'ont pas pris de risque, à mon avis. S'ils ont fait ça, c'est que c'était 100% légal, je pense. Pour moi aussi. Pour moi, c'est. Après, est-ce que c'est. Voilà, après, c'est toujours. C'est l'Espagne, donc. Voilà. Faut voir où est la ligne de la légalité. Voilà. J'ai une deuxième question de Iso qui nous demande qu'est-ce qu'on pense de Thomas Partey. Et lui, il voudrait qu'il joue plus. Donc, moi, Monsieur Partey, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il progresse bien, il est toujours à l'écoute. Et ses entrées sont intéressantes. Donc, oui, moi aussi, j'aimerais bien qu'il joue plus. Mais à mon avis, il va avoir de plus en plus de temps de jeu, vu comme c'est parti. Donc, pour moi, il va encore plus jouer cette année s'il continue de progresser comme il progresse, quoi. Sûrement, et puis Cholo l'aime bien d'ailleurs, hein. Donc à mon avis il va rentrer petit à petit dans cette équipe. D'ailleurs je crois qu'il a été pas mal avec sa sélection, il a mis un triplé il me semble, si je dis pas de bêtises. Il arrive fort, Cholo l'aime bien, hein. Donc à mon avis on va commencer à le voir de plus en plus, surtout maintenant, donc ils ont pas dans ces 6 premiers mois où il y a cette interdiction encore. À mon avis il va peut-être même réussir à prendre un peu la place pendant quelques matchs, sachant qu'il y a encore la Ligue des Champions, etc. Et la dernière question, Ben? En fait, non, j'ai cru que c'était une question. En fait, c'est Victor qui nous notifie que Monsieur Oliver a été vendu pour 20 millions d'euros. Et on a Iso qui nous rajoute que ça fait quand même 3 ans qu'il est là. Après, je crois qu'il est encore jeune. J'ai pas son âge en tête, mais il me semble qu'il est quand même encore jeuneau. Et après, c'est toujours compliqué de rentrer comme ça en étant très jeune dans une équipe de Cholo. Donc, faut quand même digérer la préparation, faut digérer un niveau VMA et tout ça. Donc, pour moi, c'est pas choquant qu'ils prennent du temps à éclore et à grandir. D'ailleurs, c'était pas Mensa justement qui avait du mal à digérer la préparation de l'Atlético. Il me semble que j'avais lu quelque chose comme ça aussi, que Mensa, là, que Max parlait tout à l'heure, il avait eu un petit peu de mal avec El Proba, le prépa, donc et c'est pour ça qu'il pense qu'il est un petit peu tendre. Si je dis pas de bêtises. C'est sûrement pas le seul de toute façon, hein. Vu les prépas que le prof Ortega réserve aux joueurs. Après, justement, Iso, il nous dit ça fait 3 ans qu'il est là. Justement, le fait qu'il soit là depuis 3 ans et que Simone compte toujours sur lui, justement, je pense que c'est une preuve que c'est quelqu'un qui a vraiment une carte à jouer. Après, c'est compliqué parce que à l'Atlético, tu es dans un 4-4-2, tu as des rôles qui sont pas forcément définis. Au milieu, ça peut jouer avec des joueurs comme Gabi, Saúl, Koké. Tu as pas mal de rotations. Saúl et Koké, ils peuvent aussi jouer sur les côtés. Et lui, il a peut-être pas encore cette polyvalence. Et c'est peut-être ça qui lui porte préjudice. C'est aussi un joueur qui doit gagner en maturité dans les choix. Contre Las Palmas, encore, parfois, il avait peut-être tendance à vouloir se projeter un peu trop vers l'avant, alors qu'il avait quand même fait un très bon match. Voilà, moi, franchement, c'est un joueur qui me plaît beaucoup et je suis convaincu que ça va devenir un des premiers choix en sortie de banc de Simeone cette saison. Et il était déjà d'ailleurs un peu la saison dernière, d'ailleurs. Avant de refermer cette première partie et d'accueillir notre invité Florent Torchu, quels sont les nouveaux joueurs sur lesquels vous fondez de grands espoirs cette saison, sans vous répéter par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure? Ah, ça c'est difficile, hein, mais sans répéter, moi j'ai envie de dire Adnan Januzaj de la Real Sociedad. Il est dans ma petite liste. Je pense que Januzaj, ça... Avec Eusebio, ça peut être pas mal. C'est une équipe qui a le ballon, c'est une équipe offensive, c'est une équipe qui joue super bien. Il arrive donc un petit peu avec cette étiquette de encore grand espoir du football, le petit Januzaj. Mais bon, là il a été blessé, hein, on va quand même le rappeler, il s'est blessé, mais c'est possible qu'il joue enfin ce week-end. D'ailleurs, Oyarzabal, il est touché aussi. Donc peut-être qu'on va commencer à le voir ce week-end avec Eusebio. Et je pense, j'ai vraiment envie de le voir en Liga, le petit Januzaj, en plus de tous les joueurs que j'ai cités déjà tout à l'heure. Max? Moi je vais dire Cailleri, parce que c'est un attaquant qui arrivait, tout le monde le connaissait déjà, hein, il avait déjà cette étiquette de pépite quand il jouait à Boca. Donc il arrive à Las Palmas cet été, on n'en a pas forcément beaucoup parlé, et on a déjà vu face à Valence qu'il suffit d'un ballon dans la surface, ça termine au fond. Et voilà, moi j'ai beaucoup d'espoir sur ce joueur parce que c'est vrai que l'année dernière, Las Palmas justement manquait de numéro 9. D'ailleurs, c'est souvent Boateng qui joue en pointe parce qu'il y avait personne d'autre. Livaja était pas forcément terrible. Et là, Las Palmas va enfin avoir un attaquant qui peut te prendre des 15 pions sur la saison. Et moi c'est un des joueurs à suivre pour moi dans cette équipe de Las Palmas et en Liga en général. Ben? Alors moi, je vais faire un peu plus classique. Franchement, j'aimerais bien voir ce que va faire Monsieur Dembélé au Barça.
parce qu'il va quand même arriver avec un gros transfert, un gros montant, il va avoir quand même beaucoup de pression en devenant le successeur de Neymar, parce que même si Neymar est pas resté très très longtemps, il a quand même marqué quand même pas mal le Barça. Donc je suis vraiment curieux de voir s'il va être aussi libéré qu'à Dortmund et qu'à Rennes, ou s'il va commencer à ressentir un peu la pression. Je suis vraiment curieux de savoir avec la relation avec Suarez, avec Messi, comment il va rentrer dans le mood, comment on va l'utiliser, s'il va faire plutôt un meneur de jeu, plutôt sur l'aile. Franchement, je suis vraiment curieux de savoir comment, parce qu'on peut vraiment tout faire encore de Dembélé. Il a une grosse qualité, mais il est encore jeune, il n'est pas encore fini. Il n'a pas fini sa formation. On peut vraiment encore le modeler un peu comme on veut. Donc, je suis vraiment curieux de voir ce qu'on va faire, ce qu'on va en faire de lui, ce que Valverde va en faire. Alors, puisqu'on est dans le mainstream, Benjamin, qu'est-ce que vous pensez de Darder à l'Espagnol, de retour à l'Espagnol? Est-ce que c'est vraiment la bonne pioche pour Quique Sanchez? Clairement, je pense. Je pense que là, ça peut être le milieu de terrain dont il avait besoin. Après, c'est possible qu'il commence aussi ce week-end contre le Barça. On va voir. Mais puis voir un petit peu comment il arrive. C'est vrai qu'il a pas passé c'est pas les meilleurs moments de sa carrière, je pense, à Lyon. Mais il peut faire beaucoup de bien au milieu de terrain de Quique Sanchez Flores. Après, il aura qui d'autre? Il y a Diop, il me semble, il a Marc Roca, il y aura pas vraiment grand monde pour le. Il y a Roulado quand même qui est un bon joueur de ballon. Oui, mais Roulado va sûrement jouer sur le côté. Sur l'aile, ouais. Comme il va sûrement jouer sur le côté comme il fait depuis maintenant. À mon avis, il y aura pas grand monde pour le pousser. Ce que je veux dire, c'est qu'il y aura pas grand monde pour pousser Darder du 11. D'ailleurs, je crois qu'il est aussi bien apprécié par Quique. Donc, on aura vraiment la possibilité de le voir bien, de le voir longtemps, de le voir jouer beaucoup de matchs et les enchaîner. Et je pense que ça peut vraiment être pas mal pour l'Espagnol. D'ailleurs, je vous dis, hop, comme ça, un petit secret, c'est une bonne pioche pour le Comunio, si vous voulez. Exact. mais moi, franchement, pour Darder, la seule, enfin, en même temps, comme tu l'as dit, Nico, il va beaucoup enchaîner, mais c'est surtout sur son aspect mental. Il a quand même vécu 2 saisons assez particulières à Lyon, donc comment on va le récupérer niveau confiance. C'est un mec comme les joueurs créatifs, il marche quand même, parce que lui c'est quand même bon créatif, il trouve des bons angles de passe, tout ça, et donc à mon avis ça va mettre un peu de temps avant qu'on retrouve le grand Sergi qu'on a connu. Donc moi je suis vraiment curieux de voir comment il va progresser, si ça va aller vite, s'il va mettre du temps, s'il va retrouver son niveau ou pas. Donc je suis vraiment curieux de savoir Après, ouais, excuse-moi de te couper. Enfin, il est quand même dans les conditions idéales, c'est-à-dire qu'il rentre chez lui, parce qu'il faut pas oublier qu'il avait été formé à l'Espagnol avant d'aller à Malaga. Donc il rentre chez lui, il est dans un club où franchement à niveau pression ça va, quoi. C'est pas le club, il n'aura pas tous les observateurs qui seront braqués sur lui, donc il pourra évoluer tranquillement, il mettra peut-être un peu de temps à s'intégrer, mais il n'aura pas de pression. Et il y a quand même du beau monde devant, hein. Donc il aura Batistao, il aura Gerard Moreno, il aura Piatti. Oh oui, Gerard Moreno. Donc il aura quand même des mecs à qui distribuer des bons caviars. Donc voilà, de ce côté-là, au niveau de l'animation offensive, il aura de quoi faire. Après, je pense que ce que tu as dit, voilà, c'est surtout ça, c'est que vraiment il va pouvoir en plus distiller des ballons à des bons joueurs. À mon avis, il sera vraiment, on va bien le voir cette année. Il sera bien en vue et avec Quique Sanchez Flores, ça peut vraiment être pas mal. Afin d'être tout à fait complet, quels sont vos plus gros flops de ce mercato d'été? Au niveau des équipes? Ouais. Au niveau des équipes, au niveau des clubs, en globalité. On a tous le même, je pense. Ouais, on a tous une équipe. Plus ou moins, mais je pense que s'il y a des supporters marseillais qui nous écoutent, ça peut leur plaire. Ouais. On est tous d'accord pour dire que déjà c'est Malaga qui a le plus perdu, qui a le patron, qui a pas vraiment bien recruté, donc et en plus il y a Mitchell sur le banc, quoi, donc. T'es sévère là parce que Mitchell il a quand même fait du bon boulot en deuxième partie de saison. C'est vrai. Mais là en perdant 3 cadres déjà, c'est Camacho, Fornals et Sandro. Ils ont personne à mettre en face. Alors qu'ils ont recruté pas vraiment de mecs qui vont peser pour moi de suite. Donc ça va être compliqué d'assumer tout de suite, de faire une aussi belle deuxième partie de saison de continuer sur leur lignée en fait, sur leur lancée. Et Fornals aussi, faut pas oublier. Ouais. Fornals, voilà, c'est ça. Fornals, Camacho, je pense que Camacho, Sandro, c'est vrai que c'est compliqué de. Peut-être Fornals un petit peu moins, moi je le mettrais un tout petit peu en dessous, mais Camacho, Sandro, c'est compliqué de savoir lequel était le plus important.
Aujourd'hui, t'as Camacho qui part. Au milieu de terrain, bon, il ramène, il me semble que Kuzmanovic est de retour. Ça a été pas mal ce qu'il a fait par le passé. Sinon, t'as Rolon. Je connais pas trop, mais bon, il vient des deux Argentines. Pas sûr que ce soit lui qui va tout de suite prendre un petit peu la place de Camacho. Moi, Adrian en 10, j'ai beaucoup de mal. Ça n'a rien à voir avec Mitchell. Mitchell a fait du bon boulot l'année dernière sur la fin avec Malaga. C'est vrai que c'est pas un entraîneur que j'apprécie plus que ça, ce qu'il fait au niveau de son travail, notamment ce qu'il a fait à Marseille ou autre. Mais après Borja Baston, c'était quand même quelqu'un qui avait été vraiment pas mal avec Eibar. Sauf qu'il reste sur une mauvaise saison de Première Ligue. Alors pareil, comment il vient mentalement, tu le vois. Enfin, moi je sais pas si ceux qui ont vu Malaga les premiers matchs, ils vont sûrement penser comme moi. Il n'a pas de ballon. Il est tout seul. Il n'a pas de ballon. T'as pas de ballon. Il court derrière le ballon, derrière les gens. Il sait pas trop quoi faire parce que personne lui donne le ballon. Roland est arrivé de Bordeaux quand même, donc ça peut peut-être changer quelque chose devant. Mais je crois qu'il est blessé aussi pour l'instant. Et puis les embrouilles Mitchell, Altani, je sais pas, il y a quelque chose dans ce club autour en ce moment qui pour moi c'est pas du tout un bon présage en fait. Mais de toute façon, Baston, moi je me souviens la saison où il plante, je sais plus c'était 16 ou 18 buts avec Eibar avant de partir en Première Ligue. Déjà il jouait dans un 4-4-2, il avait Henrich qui était à côté de lui. Et il avait surtout des mecs sur les côtés qui mettaient de très bons ballons dans la surface. Donc il était dans un fauteuil. Il était dans un fauteuil à Eibar. Et là, c'est tout l'inverse. Et il y a aussi quelque chose qu'il faut signaler quand même, c'est le mauvais travail de la direction de Malaga. C'est-à-dire que tu te retrouves quand même avec des joueurs comme Fornals, comme Camacho, qui ont des clauses à moins de 20 millions d'euros dans un marché. Qu'est-ce qu'ils ont mal vendu? Sandro, 6 millions quand même. Sandro, 6 millions. Après, Sandro, à la limite, la petite clause, c'était une des conditions pour qu'il vienne. Donc tu peux te dire que s'il n'y avait pas eu cette clause, il ne serait pas venu. Mais un joueur comme Camacho, Fornals... C'est un peu comme l'Atlético. Est-ce que ça, tu peux pas le négocier pendant la saison, voir comment il était adulé pareil à Malaga. Clairement, tu peux. Clairement. Voilà, c'est des choses qui n'ont pas été bien faites. C'est pour ça que Mitchell a raison sur son pétage de plomb sur la fin, où il envoie un tweet en disant je sais pas s'il y a des joueurs qui vont arriver, blablabla. Mais voilà, c'est un petit peu l'ambiance qu'il y a. Ça rappelle un peu avec Marseille, je suis désolé, mais c'est un petit peu cette ambiance. Tu sais pas, ambiance entre le proprio et l'entraîneur, que ça va pas. Est-ce que les joueurs ils sont pas aussi au milieu, sachant qu'il y a quand même son fils qui est titulaire. Donc je dis pas qu'il mérite pas. Moi d'ailleurs en 10 je l'aime pas. Je pense qu'Adrian en 8 ça peut être pas mal. En 10 j'ai un peu plus de mal. Mais je veux dire, au moment où il commencerait à y avoir des tensions, t'as ton fils au milieu, ça peut en créer encore plus. C'est compliqué. Son fils qui d'ailleurs, d'après ce qu'ils ont dit, il avait signé avant que Mitchell arrive. Voilà. C'est ce que j'avais lu aussi, ouais. C'est ça, donc je vais quand même le préciser parce que pour pas croire que Mitchell a amené, après on sait pas ce qu'il y a derrière, mais c'était signé avant normalement. Benjamin, des questions? Oui, j'ai peut-être même des petites remarques. Donc on a Victor qui nous demande si Partey n'aurait pas ce serait pas plus logique qu'il aille chercher du temps de jeu ailleurs. Pour moi non, parce que au contraire là il a toutes les cartes en main pour gratter du temps de jeu. Donc de toute façon ce sera pas possible. Voilà. Avec l'interdiction, le Cholo ne laissera pas partir. Donc après on a Victor qui nous demande si Bakambu va réussir à continuer sur sa lancée. Si Villarreal tourne, pour moi ça devrait le faire aussi. Mais après voilà, Villarreal, est-ce que ça va partir comme c'était parti avant? Après Bakambu, le problème c'est que c'est un joueur qui fonctionne un peu par série. C'est-à-dire que c'est un joueur qui peut t'enchaîner 5 matchs en manquant tout ce qu'il entreprend devant, et qui après peut te faire une série de 2-3 matchs en plantant 2 buts par match. Donc voilà, c'est un peu ça le problème. Il faut pas oublier qu'il y aura aussi de la concurrence à Villarreal en pointe, c'est-à-dire que Paca sera automatiquement titulaire, je pense. Oui. Et donc après, ce poste de deuxième attaquant dans le 4-4-2, ça va se jouer entre lui et entre Enes Sounal, qui a un peu mal démarré, mais qui est quand même un joueur talentueux. Ouais. Mais à mon avis, il prendra pas. Il est encore trop tendre, à mon avis, pour la. D'après, c'est ce que disait d'ailleurs Escriba à un moment, qu'il n'était pas encore totalement. Et j'ai oublié Sansone, qui a joué sur un côté là pendant ses premiers matchs, parce qu'il y avait notamment Roberto Soriano qui n'était pas là. Mais Sansone, ça reste un joueur de pointe aussi. Et il commence à y avoir embouteillage. Et on a deux petites de monsieur Lionel Roquet, qui nous dit qu'on doit quand même donner sa chance à Malaga, à Antiveros et à Penaranda. Excusez-moi pour la prononciation. Peñaranda, il est blessé, je crois. Ouais. Il est blessé de longue date en plus. Et en plus, il a fait une bonne Coupe du Monde où je crois qu'ils font finale avec le Venezuela. Mais il est encore très très loin d'avoir le niveau pour vraiment enchaîner en Liga, pour moi. Il a quand même. De toute façon, je crois que c'est jusqu'en octobre qu'il est absent au moins.
Ouais, quand t'as rien dans la tête, de toute façon. Ah ouais, parce qu'il a de l'or dans les pieds pour moi. Enfin, tu le vois jouer, il a une facilité technique qui est incroyable, mais il fait aucun bon choix. Aucun. Non, le petit. S'il voit un mur, il fonce dedans. Ah ouais, non, mais c'est terrible. Il fait 0 bon choix. C'est incroyable. Je l'ai vu avec Grenade, lui. Je l'ai vu plusieurs fois au stade en plus. Compliqué, hein. Mais s'il prend un peu de plomb dans la tête. Non, en plus, c'est même pas qu'au niveau du jeu, de l'intelligence dans le jeu, c'est qu'il a des problèmes en dehors du terrain. Apparemment, il s'entraînait. En gros, il s'entraînait presque pas, il faisait le minimum aux entraînements et tout. Donc, quand t'es un jeune joueur, forcément, ouais, c'est moyen pour ça. Tu le payes, quoi. Ouais, et puis en 2017, avoir la même teinture que Thierry Paulin, je sais pas si c'est très bien. Il est 21h15 à Punto. Passons à notre deuxième partie avec notre invité. Il a vécu en Argentine, il est désormais correspondant de l'équipe et de France Football à Barcelone. Il a écrit une biographie sur Dieu David Trezeguet. Florent Torchu, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, comment ça se passe cette émission? Là, je vous écoutais, c'était intéressant. Là, on va recentrer sur le Barça, si j'ai bien compris. C'est bien ça, puisqu'on a volontairement délaissé un petit peu le Barça dans la première partie pour avoir ton œil expert et critique vécu de l'intérieur sur ce qui s'est passé cet été à Barcelone, parce qu'on n'a pas tout compris en fait. Bah écoutez, oui, vous avez suivi. C'est vrai que quand même l'actualité Barcelone était assez liée à celle de la Ligue 1 et en particulier du PSG. Je vous cache rien. Voilà, vous avez tout suivi comme moi. D'abord, il y a eu effectivement le feuilleton Neymar qui a débuté au mois de juillet. Pour tout vous dire, que ce soit les sociaux, les dirigeants, les journalistes, tout le monde s'est fait un peu embrouiller sur cette affaire. C'est-à-dire que on s'est douté quand les premiers articles sont sortis qu'il y avait anguille sous roche. C'est Marcelo Beckler, le journaliste de Sport Interactivo, le Brésilien, qui a sorti tout d'abord cette affaire. Et en fait, le gros problème du Barça, je pense, c'est de ne avoir pas cru que Neymar pouvait partir. En fait, ils étaient tellement convaincus par l'histoire du club, par son effectif et notamment les liens que peut avoir Neymar avec Suarez et Messi, voilà, que Neymar partirait pas, quoi, qu'il y avait pas dans leur esprit, en fait, il y a pas mieux que le Barça. Voilà, donc en fait c'est la grosse erreur à mon avis qu'ils ont commise. C'est pour ça que d'ailleurs aujourd'hui on sent une certaine rancœur, une certaine amertume vis-à-vis du PSG et de ce qu'ils appellent un petit peu les nouveaux riches. C'est que ils s'attendaient pas à se faire avoir par un club qui il y a encore 5 ans n'était plus grand chose sur le plan européen. Donc voilà, donc ça c'est le vrai. Effectivement, il y a toujours il y a des grosses séquelles effectivement à Barcelone, parce que non seulement les dirigeants qu'ils ne partiraient pas, mais ils ont aussi transmis ce message aux sociaux. Et puis, quand ils se sont réveillés, évidemment, il était trop tard. Voilà, le cas Neymar laisse encore. Et a priori, il va en laisser jusqu'à ce que l'équipe gagne à nouveau des titres importants. Ce qui veut dire évidemment Liga et Ligue des Champions. On est d'accord. Ensuite, l'autre gros souci, c'est que en fait, du coup, le Barça s'est réveillé des transferts. D'abord, j'ai parlé des arrivées. Bon, voilà, il y a eu quelques arrivées qui étaient planifiées, comme le retour de Deulofeu, qui apporte une option de plus en attaque. Et puis celle de Semedo, que personne n'avait vu venir. C'est vrai que tout le monde pensait que Bellerin allait revenir. Et voilà, donc ça, c'était les choses qui étaient un peu planifiées. Ensuite, à peu près à la même période, ou même un petit peu après le départ de Neymar, s'est concrétisé l'arrivée de Paulinho, qui est quand même le 4e plus gros transfert de l'histoire du club, derrière des pointures comme Ibrahimovic, Neymar et Suarez. Donc il y a un côté quand même assez incongru dans cette arrivée. Voilà, donc ça a été beaucoup critiqué, comme vous avez sûrement pu voir. Et de l'autre côté, voilà, il a fallu remplacer un peu au pied levé Neymar. Et voilà, donc il y a Dembélé qui est arrivé. On a aussi beaucoup ciblé Coutinho, mais malheureusement ça s'est pas fait. Ensuite, on a tenté un coup avec Di Maria. Alors c'est assez étrange parce que d'un côté on tape sur le PSG, le fair play financier, mais d'un autre côté ça aurait pu leur filer un coup de main. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu le bazar qu'il y a eu du côté de Barcelone. Et voilà, le dernier petit souci avant de vous rendre la parole,
c'est le problème des sorties, en fait, des départs. Malheureusement, à part certains joueurs qui étaient déjà prêtés l'an dernier, comme c'est le cas de Samper, Mounir ou Douglas, auquel s'ajoute aussi Marlon, il n'y a pas eu vraiment de départ du côté du Barça, et il y a certains secteurs de jeu, notamment je pense au milieu de terrain, où c'est un peu l'embouteillage. On se retrouve avec 9 voire 10 joueurs qui peuvent prétendre à une place de titulaire, sachant qu'en priori on va repartir sur un 4-3-3. Donc là, il y a forcément des joueurs qui seront déçus, il risque d'y avoir des tensions. Donc voilà un petit peu le panorama que je peux vous apporter depuis Barcelone. Un panorama compliqué quand même pour le Barça. Après, ce qui est bien, c'est ce que tu as dit avant. Donc le Barça s'est fait un peu avoir, notamment parce qu'il pensait que PSG, personne va venir. Enfin, Neymar n'a pas envie d'aller au PSG, etc. Mais c'est vrai que c'est un petit peu fait boule de neige. Donc déjà, c'était vrai que avant ça, enfin moi personnellement, maintenant c'est sûr, c'est passé, ce serait plus simple de le dire. Avant ça, jamais j'aurais pensé qu'un club, n'importe lequel, soit capable de mettre aujourd'hui 222 millions, ou capable ou qui ait vraiment envie, qui arrive avec 222 millions et dire boum, lui, il est pour moi, sachant que Messi, je crois que la clause elle est à 300. Enfin déjà ça fait peur d'un coup. Tu dis oula, ça a vraiment changé. Certes, il y avait des clubs qui avaient payé 100 millions, le Real Madrid, etc. Mais c'est vrai que 222 millions, là tu passes vraiment un palier de dire tout le monde va avoir peur en fait. Le gros problème qu'il y a, on en a parlé nous à plusieurs reprises, c'est l'obligation des clauses en Espagne. Bien sûr, l'obligation des clauses, c'est-à-dire qu'il faut que tu vois avec le joueur. Si le joueur il veut pas que tu lui mettes une clause à 600 millions, tu lui mettras pas. Donc ça va être un problème en plus à mon avis pour le Barça et pour les clubs espagnols, mais surtout peut-être le Barça, notamment avec Messi, même si on en reviendra peut-être. Le Messi, ça fait 3 mois qu'il a signé, alors qu'on attend toujours. Mais après, en fait, l'effet boule de neige que je veux dire, c'est que justement, tu encaisses entre guillemets 222 millions. Tu vas voir Liverpool, tu lui dis bon, Coutinho m'intéresse, je le veux. Et ben Liverpool te dit 200. Voilà, parce que Neymar, tu viens d'avoir 222, moi c'est 200, et puis nous on n'a pas de clause, donc nous on s'en fout. Le joueur il peut dire ce qu'il veut, on a vu avec Diego Costa notamment, là-bas c'est des choses qui se font un peu plus de tu restes là, tu vas t'entraîner soit pendant 6 mois machin, soit tu t'excuses, etc. C'est un petit peu fait l'effet boule de neige, et ce qui est un peu dommage du côté du Barça, je vais pas dire que le recrutement a été bon, parce que il ne l'est pas, à cause de Neymar surtout. Enfin, à cause du départ de Neymar, pas à cause de Neymar. Mais c'est vrai que ça, comme tu as dit aussi, c'est un peu éclipsé l'arrivée de Semedo. Semedo, moi, je l'ai vu, je sais plus quel match c'est, le deuxième ou le premier qui joue. Il est pas mal du tout. Dembélé, bon, on verra, hein, mais Dembélé, qui sait si dans 2 ans, il vaut pas lui aussi 300 millions. Et puis ça peut permettre aussi à d'autres joueurs derrière de montrer aussi le bout de leur nez, des Denis Suarez, des Deulofeu, peut-être même Rafinha. Enfin, voilà, donc ça a fait un petit peu un effet boule de neige en espérant que ça les laisse vivants, surtout pour lutter pour la Liga et la Ligue des Champions, sinon ça peut aller très vite, mais le problème c'est qu'aujourd'hui ça part un peu dans tous les sens. Enfin, on voit Bartomeu qui fait que casser, il crache un petit peu sur Neymar, sur le PSG, etc. T'as Tebas qui s'y met, et finalement ça fausse un petit peu tout ce qui était le Barça dernièrement, pour moi. Voilà. Max. Ouais, complètement. Enfin, je sais pas si quelqu'un voulait prendre la parole, rebondir là-dessus, mais oui, effectivement, il faut pas voir que le verre à moitié vide. Il y a quand même ces 4 arrivées qui peuvent être intéressantes. Donc c'est vrai que les sociaux sont très critiques ici, mais il faut aussi, c'est Ressac aujourd'hui qui disait dans Mundo Deportivo, il faut quand même laisser une douzaine de matchs pour faire un premier petit bilan, quoi. Tout à fait. Mais en fait, le gros problème du Barça, selon moi, c'est qu'il souffre énormément de la comparaison avec le Real Madrid. Et je parle pas que sportivement, mais aussi dans les bureaux. C'est-à-dire que tu vois le Real Madrid, on connaît tous l'exemple Asensio. Donc voilà, le Real Madrid qui l'a recruté pour environ 4 millions d'euros, alors que le Barça a préféré recruter Douglas. Enfin, en tout cas, c'est ce qui se dit dans la presse catalane. Et derrière, tu vois le Real Madrid donc prendre Asensio, tu les vois qu'ils avaient pris Isco. Cet été encore, tu les vois prendre Théo Hernandez, qui était peut-être, même certainement, le meilleur latéral gauche, on va dire, chez les jeunes de Liga l'an dernier. Tu les vois prendre Ceballos pour seulement 15 millions d'euros, alors que ce mec, il a de l'or dans les pieds et que dans 3 ans, il en vaudra peut-être 200. Donc voilà, c'est un peu ça la comparaison. Surtout qu'à un moment,
c'est un peu comme si les rôles s'étaient inversés. C'est-à-dire que le Barça est plus ou moins dans la position où était le Real Madrid il y a 3-4 ans. Et le Real Madrid a pris un peu cette position de club qui gère bien les transferts, qui négocie bien. Et le deuxième point aussi, c'est que franchement, c'est catastrophique. La communication du Barça, elle est catastrophique. C'est-à-dire que le jour de la présentation de Dembélé, tu as Robert Fernandez qui dit oui, moi j'espère encore une ou deux recrues. Il dit ça comme ça sereinement. Donc forcément, les socios, ils vont s'attendre à avoir Coutinho, avoir peut-être pas Di Maria, mais avoir Seri. Et voilà, et c'est toute cette série de petites boulettes avec Messi, avec Iniesta encore aujourd'hui, qui a démenti ce qu'a dit Bartomeu par rapport à sa prolongation. Donc voilà, c'est catastrophique. C'est franchement voir des professionnels à ce niveau, dans un club, dans une entreprise, à un tel niveau, se planter perpétuellement, jour après jour, dans leur communication. Enfin, moi, je comprends absolument pas. Oui, quand tu parles de communication désastreuse, Bartomeu a donné 2 interviews hier dans la presse catalane, une à Sport et une à Mundo Deportivo. Pour ceux que ça intéresse, je l'ai entièrement traduite. Donc voilà, ça va vous prendre un petit bout. Ça m'a pris beaucoup de temps à la traduire, ça vous prendra aussi beaucoup de temps pour tout lire. On a l'impression qu'il se contredit pas mal, Florent, notamment sur Di Maria, sur Iniesta, sur il a abordé tous les thèmes, mais on a l'impression qu'il navigue un peu à vue au final, qu'il présente ses bons résultats économiques et dit non, sportivement c'est cool, on a gagné la Super Coupe et la Coupe du Roi, voilà, il y a pire, quoi. Ouais, exactement. Comme disait Max, typiquement, voilà, ce qu'il dit sur Iniesta, surtout, c'est complètement idiot parce que c'est son capitaine. Dire qu'il a prolongé alors que c'est pas le cas, on sait qu'il suffit d'une mini-déclaration pour que tout se casse la gueule, et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc en fait, on se dit, alors en fait, il nous a menti là-dessus, mais alors sur tout le reste aussi, il nous a raconté des salades, quoi. Donc en fait, et oui, moi je suis assez d'accord sur la communication assez catastrophique. Il y a eu aussi Neymar reste à 200% de Jordi Mestre, qui fait partie de la Directiva. Il y a eu, effectivement, on a annoncé, ce même Mestre qui devait soi-disant prendre des pincettes, a annoncé peu de temps après le départ de Neymar que Dembélé et Coutinho allaient sûrement signer. Et finalement, il n'y en a eu qu'un des deux. Donc, effectivement, il vaut mieux dans ce cas-là ne pas trop promettre et puis faire de bonnes surprises aux sociaux plutôt que de les décevoir, même si l'arrivée de Dembélé suscite quand même pas mal d'attentes positives et a permis un peu de calmer le jeu. Mais sans ça, c'est vrai que s'il y avait eu que Deulofeu pour pallier le départ de Neymar, là, ça aurait vraiment grondé encore plus, je pense. Alors, moi, j'ai un sentiment particulier, c'est que pour moi, cet été, l'été du Barça, l'été qu'a vécu le Barça, ça symbolise un peu ce que vit le Barça depuis 2-3 ans. C'est un club qui n'a pas vraiment de ligne directrice, qui navigue à vue, où tout le monde essaie de tirer la couverture, ça parle beaucoup, quitte à se contredire, quitte à juste à se montrer. Il n'y a pas de vrais gros transferts qui ont été réalisés, un club qui grandit plus, qui s'est trop reposé sur ses acquis, c'est pour ça qu'ils sont volés Neymar, c'est pour ça qu'ils n'ont même pas anticipé un possible départ de Neymar, même quand il y avait les premières rumeurs qui sont sorties, ils ne se sont pas dit on va commencer à sonder des joueurs pour éviter d'avoir les 200 millions en main et d'avoir des offres, de se voir refuser des offres qui étaient déjà conséquentes. Et pour moi, ça symbolise un peu ce que vit le Barça, c'est un club qui navigue totalement à vue et qui quitte à se renier totalement. C'est que avant, ils s'habituaient un peu ils se fondaient sur la Masia, ils essayaient d'avoir une identité de jeu, reprendre des jeunes, grandir et tout ça. Et j'ai l'impression que tout va, ils ont tout envoyé voler juste pour leur plaisir et leur gloire personnelle. Et ça empathie fortement sur le club avec le transfert qu'on a vécu cette année, où pour moi c'est un été qui est cataclysmique. Le club en sort pas grandi sur tous les points, quoi. Ouais, non, et clairement, il n'y a pas les mêmes talents qui ont pu sortir de la Masia. Il y a peut-être 10 ans, 15 ans, et voilà, dont il reste encore quelques vestiges, entre guillemets. Je dis ça, bon, c'est pas très gentil pour Iniesta, mais c'est vrai que Iniesta, l'an dernier, c'était que l'ombre de lui-même. Busquets, il est passé aussi à travers plusieurs fois, et voilà, bon, il y a que le soldat Messi qui finalement sauvait un peu la maison. Quand on en discute avec des gens du club, moi j'avais eu l'occasion de rencontrer justement Pep Segura, on est dans on se voile complètement la face. On nous explique par A plus B que c'est parce qu'il y a les méchants clubs anglais qui arrivent et qui nous pillent, que c'est une question générationnelle, que les prochains qui vont arriver vont être meilleurs, etc., etc. Et puis d'un autre côté, on sent quand même qu'on panique un peu à certains moments, comme ça a pu être le cas. Alors peut-être que c'était planifié, peut-être que ça l'était pas, mais quand il y a des joueurs comme Paco Alcácer qui arrivent en fin de mercato,
Quand il y a un Paulinho qui arrive, bon, effectivement, il faut lui donner sa chance, mais qui a priori ne colle pas vraiment avec le style de jeu du Barça. Voilà, il y a des choix dans le casting qui sont difficiles à comprendre. Même, par exemple, pourquoi prêter Marlon alors que on sait que derrière, si jamais Piqué ou Umtiti se blesse, il restera que Mascherano. Et que Mascherano, bon, bah, c'est pareil, il est passé 2-3 fois au travers, même s'il a été plutôt pas mal là depuis le début de saison. Donc effectivement, on sent que tout ce qui est planification, on a du mal à croire. Enfin, c'est là-dessus qu'ils se font attaquer, notamment par Agustín Benedetto, là, qui a déposé la motion de censure. Et eux, ils contredisent en disant que si, bien sûr, il y a une planification, mais voilà. On ne veut pas en donner les recettes, etc. Mais c'est vrai, quand on voit les résultats, ou même quand on connaît le club et qu'on voit ce qui se passe, on a du mal à y croire, quoi. Vraiment, quand il y a des choses qui sont faites comme ça dans tous les sens, ça paraît assez invraisemblable. Forcément, on va dire le cas d'espèce qui relève absolument toute la politique un petit peu désastreuse et du Barça depuis plusieurs saisons même, c'est Neymar. Et ça ne finit jamais, parce que là, même Tebas s'y est remis aujourd'hui même, avec où apparemment il a vu Neymar pisser du plongeoir, comme il a dit. C'est comment ils n'ont pas compris que Neymar voulait partir à partir du... Alors là, Minguella a dit que c'était à partir du mois de mai, mais même pendant la tournée américaine, on n'y croit pas, c'est pas possible, quoi. Neymar ne peut pas partir du Barça, quoi. Non, surtout que voilà, vous avez peut-être sûrement vu aussi que Piqué, dans une conférence de presse début de saison pour un des premiers matchs de championnat, je crois peut-être pour le Betis ou un des matchs de Supercoupe, avec sa sincérité habituelle et son phrasé, a reconnu qu'il était au courant que Neymar partait au moment du mariage de Messi, donc on est fin juin. Voilà, après bon, lui et les dirigeants ont dit que a priori, voilà, ils n'avaient pas à s'immiscer dans l'amitié entre les joueurs, etc. Mais bon, Piqué, qui aspire à devenir un jour président, qui est quand même plus pro Barça que lui, ça n'existe pas. J'ai du mal à comprendre ou même à croire. Est-ce que c'est vrai qu'il n'ait pas alerté les dirigeants? Effectivement, Minguella, qui est un agent historique aussi, même si Bartomeu a démenti. Il a même sorti la date. Il a dit que la dernière fois qu'il avait parlé avec Minguella, c'était fin janvier, le 27, je crois. Donc on est toujours un peu dans ces embrouilles, on essaye de nous faire croire une chose et puis le lendemain il y a une autre version qui sort. Moi je crois que c'est vraiment le fait d'avoir été un peu aveugle. Effectivement, c'était difficile de penser il y a encore 2-3 mois, c'est facile à dire aujourd'hui, mais que quelqu'un pouvait payer une clause, enfin qu'un club pouvait aligner les 222 millions d'euros de Neymar. Diriger, présider un club comme le Barça, c'est aussi anticiper des choses qui paraissent impossibles. Voilà, c'est anticiper ce genre de séisme, parce que c'est vraiment aujourd'hui ce qui ressort, c'est que dans le discours des dirigeants, Bartomeu en tête, et dans ce qui sort dans la presse, c'est surtout la rancœur, l'amertume. On n'a toujours pas digéré ça. Donc, même si Dembélé est arrivé, même s'il y a des choses qui se sont passées depuis, on fait un peu un blocage là-dessus. Donc, vu d'extérieur, on a un peu envie de dire aux dirigeants, bon, bah, peut-être qu'il faut passer à autre chose, quoi. Neymar, il a passé 4 ans au club, maintenant, il est plus là. Il va falloir repartir sur une autre équipe. Et Dembélé, d'ailleurs, n'est pas là pour le remplacer, pour être le nouveau Neymar, poste pour poste, même si, évidemment, les comparaisons sont inévitables. C'est un petit peu sur quoi je voulais rebondir, c'est que non seulement le départ de Neymar est très très douloureux, je pense, que ce soit pour le Barça ou pour tous les socios, supporters, etc. Mais en plus depuis, ça devient tout devient n'importe quoi, comme tu dis, ça passe pas autre chose, ça continue encore, on va refaire une interview, on va reparler que Neymar il m'a fait ci et que c'était pour la prime et que si. Alors il peut y avoir, on sait pas, enfin moi je sais pas qui est en faute, qui est dit vrai, parce que maintenant Piqué aussi qui dit qu'il le savait depuis le mariage, etc. Mais en plus donc de perdre un de tes meilleurs éléments, parce que bon, on en parlait avec Olivier Goldstein aussi il y a pas longtemps, c'est vrai que le Barça ils ont parié sur la MSN pendant très
longtemps. Le Barça c'était la MSN, le Barça c'était le 4-3-3, le trio offensif, le Barça c'était Neymar, Messi, Messi, Neymar et Suarez, enfin Messi, Suarez, Neymar pour faire MSN. Donc, et d'un coup Neymar part et on continue encore et on remet sur Neymar et Dembélé vient et on reparle de Neymar. Et enfin, en fait, c'est comme une boucle, enfin un cercle qui t'as l'impression qu'ils en sortent pas et ça peut être encore plus douloureux, je pense, pour tout le monde. Parce que finalement, si tu passes à autre chose, bon bah tu dis bon voilà Neymar est parti, c'est bon stop. Maintenant en plus t'as tes basses qui s'y mettent, t'as la LFP en France qui répond. Ça fait un bordel. Enfin je suis désolé, mais un bordel absolu que finalement il y a même des gens je pense de l'extérieur qui sont en train de se dire mais le Barça c'était le Barça avant, c'est quoi ça? Il y a plus rien. Ces gens ils sont en train de péter un plomb. Ça presque insulte par-ci par-là. Ça envoie des clubs sous enquête, etc. Et en fait, tu te dis, comme l'a dit tout à l'heure, il me semble que c'est Ben, ça navigue à vue, mais tu te dis que vraiment, au bout d'un moment, le mur il va être devant. Et j'espère que Messi, parce que vraiment là, si Messi ne prolonge pas par exemple, ou il se passe quoi que ce soit, là, je sais même pas ce qui peut se passer, mais j'espère vraiment que dans les 2 prochains mois, j'ai envie de dire, le Barça ne va pas perdre un match. Parce que ça risque de ressortir encore une fois, ça risque vraiment enfin peut-être pas une crise, mais à mon avis ça peut, un match que ça peut arriver, hein, une défaite 1-0, je sais pas moi contre Alaves ou etc. Ça peut repartir et vraiment en faire encore très très mal au club et tu vois pas la lumière en fait au fond du tunnel. C'est à ce que je voulais en venir, c'est-à-dire que ils s'enfoncent, ils perdent Neymar, ils s'enfoncent. Et ils se disent pas bon bah stop, on a pris Dembélé, on a Semedo qui a montré de belles choses, on a des jeunes ou des joueurs dans l'effectif qui peuvent pourquoi pas largement avoir le niveau Liga. Voilà, bon après c'est vrai que le Real est peut-être au-dessus, on sait pas. Mais au lieu de se dire ça, eh bien non, on va faire un entretien et on va reparler de Neymar et puis enfin tout le monde se met à parler de Neymar et en fait voilà, on sort jamais de Neymar. Il y a plus de Barça, c'est Neymar en fait maintenant. C'est Barça, c'est Neymar PSG. Quoi. Florent, ouais. tu as écrit un article dans l'équipe magazine sur Barça Disney. Ouais. Disney va, voilà. Justement, quand on lit le Bartomeu, il parle beaucoup d'argent. Il y a 2 côtés, c'est-à-dire il dit oui, Minguella, je l'ai vu le vendredi 27 janvier et Messi il a signé un pré-contrat le 30 juin. On a l'impression qu'il est devant un flic en fait. Il est en train de se justifier en sortant l'agenda. Non, mais j'ai un alibi. Et aussi, il sort toujours le budget. Il va avoir 800 millions de rentrées d'argent. Il va avoir un budget prévisionnel de 900 millions, quelque chose comme ça. Et en fait, on a l'impression que il est juste content de dire que ils ont des sous, quoi. Le Barça a des sous et que finalement tout va bien, quoi. Ouais, bah pour l'avoir croisé, Bartomeu, évidemment, pour voir son nom, voir des choses sur lui tous les jours, je commence un petit peu à cerner le personnage. Et bon, bah, voilà, déjà, il faut dire que c'est un chef d'entreprise, donc il a cette vision, voilà, très chiffrée, comme tu disais, voilà, de très rationalisé même. Et moi, j'ai l'impression toujours de voir un technocrate, un peu, voilà, quelqu'un qui dépasse pas, qui est toujours en train effectivement presque faire des comptes déficitaires, etc. Alors voilà, on va pas lui reprocher de pas avoir mis 200 millions sur Coutinho, mais effectivement, moi je trouve que c'est un personnage parfois un peu trop froid et qui se détache un peu de cette image du Barça, voilà, qui avait quand même une image relativement romantique, le beau jeu, etc. Et je trouve que moi, personnellement, je trouve que ça colle pas trop avec ce personnage, enfin de ce qu'il dégage, pour l'avoir croisé 2-3 fois. Et puis voilà, toutes ces déclarations qu'il y a eu, voilà, effectivement, comme toi, je me suis coltiné entre guillemets les 9 pages d'interview, parce qu'il y en avait 4 dans Sport et 5 dans Mundo Deportivo ou l'inverse. Et effectivement, c'est de la communication presque de crise permanente. Alors d'un côté, en plus, voilà, effectivement, il se contredit. Juste 2 petits exemples sur Neymar. Effectivement, il dit d'un côté, oui, il faut qu'on oublie Neymar, c'est une opportunité pour le Barça d'oublier le trident, de revenir au jeu collectif, à nos racines, etc. Et puis d'autre côté, à la réponse d'après, il redit, oui, le père nous a menti, Neymar nous a fait tourner en bourrique, etc. Donc voilà, au final, voilà, il dit, il faut l'oublier, mais il en reparle juste après. Et concernant Messi, voilà, en plus je vais en profiter pour vous donner des petites infos. A priori, effectivement, tout est déjà bouclé. Le père a une espèce de patria potesta. En fait,
mandataire légal, donc il peut signer pour son fils. J'ai eu l'agent avant-hier, voilà, je connais un petit peu l'entourage effectivement avec mon passé argentin, et on m'a confirmé que tout ce qui s'était passé ces dernières semaines ne changeait rien, que Messi allait bien signer. Voilà, effectivement, il confirme la version. Enfin, en fait, c'était avant l'interview de Bartomeu, mais on m'a dit plus ou moins que le problème, c'est la même chose que pointait Bartomeu dans les interviews, c'est-à-dire c'est une question d'agenda du club et du joueur. Ils ont été chacun très pris pour des histoires privées, des histoires d'engagement pour le club, publicitaire et autres, mais que a priori, ça va être signé là au courant septembre. Ou au pire au retour de la prochaine trêve internationale. Voilà. Même si, bon, j'imagine que si Messi et l'Argentine se retrouvent en barrage, ça risque de compliquer, peut-être de repousser les choses, mais a priori, du côté du joueur, voilà, l'intention est toujours de continuer. Bah, ça fait enfin une bonne nouvelle pour le Barça, j'ai envie de dire, pour les fans au moins. Et surtout, ouais, François, tu parlais d'argent. C'est vrai que on va dire que le mandat de Bartomeu, moi je me souviens lors des dernières élections, en gros la façon dont c'était présenté, c'était Bartomeu, c'est un peu le mec qui maîtrise bien tout le côté financier, qui sait gérer le club, et de l'autre côté tu avais Laporta, donc qui voulait faire son retour et qui était le candidat le plus sérieux en face, qui était lui au contraire présenté un peu comme le mec qui avait déjà fait un peu couler le club économiquement. Alors j'ai pas les chiffres, je ne les connais pas, mais ça parlait notamment de déficit, de dette, etc. Et donc c'est vrai qu'il y a toujours ce côté gestion, ce côté bénéfice, avec les mots chiffre d'affaires, etc., qui ont toujours été collés à la peau de Bartomeu et qui reviennent toujours dans ses propos. Quand il y a quelques semaines, le Barça a rendu public ses comptes et Bartomeu, il était vraiment joyeux. Donc je ne sais pas si vous avez l'opportunité de revoir les images, il avait vraiment le sourire, comme s'il venait de finaliser un gros transfert. Mais moi, ce que je me demande, je pense que Florent pourra peut-être mieux répondre que moi, c'est que j'ai l'impression qu'il y a, au sein même du Barça, on ne sait pas un peu qui fait quoi sur le plan sportif. C'est-à-dire que du coup, on a Bartomeu qui est le président, on a Pep Segura qui a été promu manager général il y a peu, on a Robert Fernandez qui est le directeur sportif, on a Soler qui, si je dis pas de conneries, est le responsable des clubs professionnels, donc ça englobe la section foot. Donc j'ai un peu l'impression que finalement c'est un peu le bordel aussi parce que on ne sait pas qui prend les décisions, que les décisions peuvent être contradictoires. Dans la presse, à un moment, ça parlait. Je crois que c'était Bartomeu qui voulait Mbappé et Robert qui au contraire voulait Dembélé ou l'inverse. Enfin, en tout cas, il y avait des prises de position différentes par rapport aux joueurs à recruter. Et donc, je voulais savoir si Florent pouvait peut-être un peu nous éclairer là-dessus, parce que moi, en tout cas, je pense que c'est un des problèmes de ce FC Barcelone. Oui, et encore, t'en as oublié dans ces dirigeants, c'est ça le pire. Hein. En fait, on a déjà cité 4-5. Il y a aussi Oscar Grau qui est le directeur exécutif. Et Raoul Saleli, qui est aussi une espèce de directeur sportif, qui est surtout tourné vers l'international, donc qui est souvent en charge, comme c'est celui qui parle le mieux anglais et qui maîtrise peut-être mieux tout ce qui est question de contrat, de chiffres, etc., qui est pas mal mis en avant. D'ailleurs, par exemple, voilà, c'est ces deux personnages-là qui étaient sur le cas série. Alors, on va peut-être pas s'étendre là-dessus parce que c'est encore un autre imbroglio. Mais voilà, il y a encore ces deux personnages-là. Donc, effectivement, on a 6 ou 7 personnes, même si, a priori, c'est Robert Fernandez qui est la figure de proue de toute cette équipe-là, mais qui interviennent, qui donnent leur avis. Donc, a priori, normalement, Bartomeu, quand même, il le dit, il faut savoir lire un peu entre les lignes, mais il le dit à demi-mot dans ses interviews, il va y avoir du ménage, mais pas tout de suite a priori, puisque là, il y a un gros mois de septembre qui se profile avec 2 journées de Ligue des Champions, 2 ou 3 même, et 4 journées de championnat. Donc voilà, c'est pas pour tout de suite, mais a priori, il a demandé, je sais plus si c'était Oscar Grau ou à peut-être Soler, de voir un petit peu où ça en est, faire un espèce d'audit un petit peu où il y a eu des soucis de communication, où il y a eu des soucis dans l'exécutif, etc., de tout ce qui est transfert, pour essayer de régler un petit peu cette cacophonie, parce que c'est comme ça, effectivement, qu'on le ressent ici aussi, que les socios le ressentent.
Alors, vu qu'on parle des dirigeants, moi je voulais en fait revenir sur. Je sais pas si tu avais vu l'article c'est Luis Racionero, je crois, de Mundo Deportivo sur Zubizarreta. En fait, donc le 2 septembre, il a fait un article comme quoi Zubizarreta était le coupable de cet été qu'a vécu le Barça. D'ailleurs, je crois qu'il commence en disant que c'est le dirigeant le plus néfaste qui a eu le Barça. Moi, je voulais savoir quelle était vraiment aujourd'hui, si tu le sais, l'image qu'a laissé ou que laisse Zubizarreta, qui est aujourd'hui à Marseille. Donc c'est quand même c'est l'actu aussi en France. L'image qu'il a laissée, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de c'est Max, il me semble, tout à l'heure, qui parle d'Asensio et Douglas. On dit que c'était un peu un coup de Zubizarreta qui aurait refusé de payer 4 millions pour Asensio alors pour prendre finalement Douglas. Donc je voulais savoir, est-ce que vraiment cette image-là, c'est ce qu'on ressent, que ce soit chez les journalistes, dirigeants du Barça aujourd'hui, de Zubizarreta, comme quoi il a été néfaste, nuisible même pour le club quand il était dirigeant des Coulès. Bah effectivement, voilà, il y a pas que des choses négatives qui ressortent de Zubizarreta, parce qu'il a quand même aussi, c'est lui qui avait notamment géré l'arrivée de Suarez et de quelques autres qui sont arrivés avant, le retour d'Alba notamment. Mais il traîne comme un boulet depuis longtemps le transfert de Vermeulen, qui est de retour au club après une saison de prêt à la Roma, qui a dû jouer, je ne sais plus si c'est 11 ou 13 matchs au Barça en tout et pour tout, en 3 saisons réelles. Enfin, ça fait depuis 4 ans en fait, qu'il est Blaugrana. Et d'avoir recruté ce joueur-là, il y a eu d'autres flops comme Douglas, Adriano, etc. Mais c'est là de Vermeulen qui lui colle toujours à la peau. C'est Vermeulen, c'est un défenseur de rendement immédiat. Voilà, et tout de suite, c'est ça. Voilà. En fait, ni immédiat, ni à court, ni à moyen, ni à long terme. En fait. Ni rendement. Voilà. Là, effectivement, c'est le quatrième central. Tout à l'heure, je l'ai un petit peu oublié, mais c'est le quatrième central dans la hiérarchie. En fait, l'avantage, c'est qu'avec lui, ça peut que plus être qu'une bonne surprise, puisque les sociaux n'attendent plus vraiment grand-chose de lui. Mais il y a eu quand même quelques grosses erreurs de casting de la part de Zubizarreta, parce que Suarez, tout le monde savait qui c'était, il a aligné l'argent et après il fallait que la mayonnaise prenne avec les deux autres, Neymar et Messi. Mais disons qu'au niveau des découvertes de ce qu'il a pu apporter au Barça, des joueurs qu'il a pu propulser et faire passer un cap, il n'y en a pas vraiment en fait. C'est ça le problème avec Zubizarreta. Donc à Marseille, j'ai suivi aussi évidemment le mercato marseillais. Je sais que Garcia aussi met son nez dans le recrutement, donc il n'est pas il n'est pas responsable à 100% Zubizarreta, mais bon, le recrutement aussi laisse, en tout cas pour moi qui vois ça de l'extérieur, un peu à désirer, quoi. On s'attendait à des noms un peu plus ronflants et surtout du potentiel un peu plus qu'un joueur effectivement qui vient du championnat grec, du championnat portugais, qui a 29 ans, quoi. Benjamin ? Oui, moi j'avais une petite question peut-être pour finir, je pense, sur la motion de censure qui va être portée et qui va peut-être être posée. Est-ce que pour toi déjà c'est le bon moment pour la lancer? Donc avec l'été qui vient de dire le Barça, t'as l'impression un peu que la maison brûle, donc c'est peut-être le meilleur moment pour achever la bête blessée. Et est-ce que pour toi en plus ça, elle a une chance d'aboutir vraiment et de permettre la destitution de Bartho, ou pas du tout? En fait, les dirigeants, qui sont évidemment pas très bons joueurs, on dit que c'était pas le moment parce que c'était début de saison, qu'elle allait se mettre en place, qu'il fallait justement un peu comme là-dessus, je les rejoins, et qu'il faut laisser un peu sa chance à cet effectif. Effectivement, ça aurait été intéressant qu'elle intervienne. Alors bon, effectivement, le cas Neymar a accéléré cette motion de censure. Il n'y aurait sûrement pas eu si Neymar n'était pas parti. Mais il aurait fallu qu'elle soit présentée en mai, en juin, à l'issue de la saison dernière, ou à la fin de la saison qui s'ouvre maintenant. Donc de ce côté-là, effectivement, elle tombe pas forcément très très bien. Et sur ses chances d'aboutir, moi j'ai pris un peu la température là, ces derniers jours. Et a priori, elle atteindra difficilement
les 16 570, je crois que c'est quelque chose comme ça, signatures requises, tout simplement parce que effectivement le socio d'un côté peut être effectivement assez critique, assez râleur, etc., mais ne va pas forcément, tous les socios ne vont pas forcément se déplacer, tous les socios mécontents ne vont pas forcément signer cette motion de censure. Et puis de l'autre côté, c'est vrai qu'il y a énormément sur les réseaux sociaux de critiques avec Bartomeu, Dimitreja, Bartomeu d'émission, etc. Mais ces gens-là, il y a effectivement beaucoup de supporters qui ne sont pas sociaux et qui n'habitent même tout simplement pas la Catalogne ni même à Barcelone. Donc finalement, c'est assez difficile à mesurer à quel point cette motion de censure peut porter. Et si jamais il réunissait le nombre de signatures suffisantes, honnêtement, d'après ce qu'on m'a dit, c'est qu'ils auraient du mal à avoir les 2/3 des votes des sociaux contre la direction actuelle. Voilà. Donc, voilà. Agosti Benedito, il s'est déjà présenté 2 fois aux élections, 2010 et 2015. Il a réuni à peu près 10%, je crois, si je ne me trompe pas. Je crois qu'il était même 14, il me semble. Il s'est présenté 2 fois, c'est sûr, mais je ne me rappelle plus de ses pourcentages. Mais autour de 14, et la deuxième fois, ça a été un relatif flop parce qu'il ressassait un peu le même discours. En fait. C'est ce qu'on m'a dit. Ouais. Et en plus, est-ce qu'il a une équipe suffisante pour, même dans l'hypothèse où il réunit toutes les signatures, est-ce qu'il a l'équipe pour affronter celle de Bartomeu? Parce que Bartomeu, c'est quand même entouré de gars qui connaissent, en tout cas dans le marketing et dans les finances, ils connaissent leur boulot. Écoutez, pour l'instant, j'ai pas encore rencontré. J'aimerais d'ailleurs beaucoup le rencontrer là, dans les jours à venir. C'est vrai que je me suis un peu recentré sur les débuts de Dembélé qui vont peut-être intervenir ce week-end. Moi, ce qu'on m'a dit, c'est que il avait un côté radoteur. C'est vrai qu'il ressasse les mêmes histoires, les mêmes critiques, le même programme. Déjà depuis ces 2 dernières candidatures, et il est un peu toujours sur la même musique. Donc c'est peut-être ça qui fait que son discours risque de s'essouffler. Après sur ses soutiens, j'ai du mal à les voir. En tout cas, j'ai pas la sensation qu'il rassemble derrière lui, puisqu'il y a aussi Laporta qu'on entend de temps en temps qui rôde, qui est toujours dans l'opposition, et j'ai l'impression que c'est pas tout à fait le même son de cloche. Donc pour l'instant, c'est encore très disparate cette opposition. Après, il y a aussi une composante assez importante à prendre en compte, surtout dans le contexte espagnol, enfin catalan aussi d'ailleurs, c'est le rôle des médias. C'est qu'il faut aussi que les médias jouent ce rôle, diffusent un peu, on va dire, le message de Benedito. Et moi, en tout cas, vu de l'extérieur, j'ai pas l'impression que des journaux comme Mundo Deportivo ou Sport, surtout le premier qui est, on va dire, réputé pour être très proche de la direction du Barça, j'ai l'impression qu'ils jouent pas le jeu. C'est très compliqué de trouver de l'information sur cette motion de censure ou sur les idées de Benedito de façon générale sur ces 2 médias. Et forcément, on va dire le socio de base qui n'a peut-être pas accès aux réseaux sociaux, à l'information super poussée, quand il va lire son journal le matin ou qui a peut-être regardé la télé, il sera peut-être même pas au courant qu'il y a une motion de censure qui se prépare, parce que faut aussi que les médias jouent le jeu derrière. Ouais, c'est vrai que j'ai la sensation aussi que c'est pas mal étouffé entre guillemets par les médias. On en a parlé au début parce que on peut pas non plus faire l'autruche. Mais derrière, effectivement, c'est pas énormément relayé, quoi. Il a donné 2-3 interviews suite au dépôt de la motion de censure. Et puis derrière, ça s'est un petit peu éteint dans la foulée. Donc c'est pour ça, j'ai un peu l'impression que, alors je sais pas si c'est mort dans l'œuf, mais on a la sensation effectivement que ça s'est très vite retombé. Donc on a du mal, 16 570 vues de France, ou même à l'échelle espagnole, ça peut paraître rien du tout. Mais c'est qu'il faut vraiment qu'il y ait une volonté pour aller signer cette motion. Il faut aller au club, se présenter avec sa carte de socio, etc., etc. Alors c'est pas évidemment un effort incommensurable, mais le socio n'est pas non plus complètement dégoûté. On n'est pas comme entre 2000 et 2005, entre le départ de Figo, l'arrivée de Ronaldinho, où il y a eu 5 ans sans titre, etc. La colère, elle a commencé à monter, mais pour l'instant, on n'est qu'au stade 1 ou 2, je ne sais pas, à l'échelle de peut-être 10.
Donc voilà, il faudrait pas non plus trop amplifier la colère des sociaux. Ils sont mécontents, mais ils sont déçus, mais je les sens pas révoltés non plus au point de renverser la direction. Nico ou Ben? Non, mais ça après, oui, bah, moi c'est un petit peu ce que je ressentais aussi. Bon, je suis pas là-bas non plus, mais c'est vrai que dès que j'ai un peu vu cette histoire de la Mocio, bon, je me suis dit c'était pas, je vais pas dire logique, mais bon, presque attendu. Parce que ça suit un petit peu la lignée de ce qui se passe au Barça cet été, que c'est comme je disais tout à l'heure, c'est un petit peu le why total. Mais voilà, les sociaux, je pense qu'ils sont pas non plus aujourd'hui à tel point pour se dire on va suivre un peu ça. Enfin oui, on en a marre, stop. Par contre, voilà, il va falloir qu'il y ait des résultats. Il va falloir que pas que les joueurs, hein, je pense que tout le monde montre un petit peu un autre visage à mon avis. Et puis là, c'est vraiment opinion personnelle. Je pense qu'il va falloir vraiment passer par-dessus cet épisode Neymar. Pour vraiment le laisser passer, laisser tout ça derrière et pouvoir repartir sur un épisode Dembélé par exemple, hein, je mets un exemple, mais voilà, s'ils arrivent à faire tout ça, que les résultats suivent, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Il lui reste encore 4 ans, il me semble, si je dis pas de bêtises. Lui il l'a dit d'ailleurs, hein, il se sent fort, Bartomeu, donc voilà. Je pense que si ça suit, il y aura pas trop de soucis. Après, il aura à mon avis, son dernier joker et il l'a peut-être grillé. Donc voilà. Je pense que on va falloir attendre un petit peu, peut-être à la mi-saison. Si Messi, comme a dit Florent tout à l'heure, en exclusivité, il a bel et bien signé, bel et bien prolongé, ce sera déjà un gros problème en moins. Je pense aujourd'hui pour le Barça et pour tout le monde autour. Donc maintenant, attendons de voir un petit peu les prochains matchs, voir peut-être 2-3 mois de compétition et voir après où ils en sont. Mais voilà, je pense autant les socios ne sont pas si fâchés que ça, si énervés que ça, autant Bartomeu, à mon avis, n'a plus beaucoup de coups de joker à griller, quoi. Ouais, tout à fait. C'est le sentiment ici, c'est que voilà, Bartomeu. En fait, on a un peu envie de payer pour voir ici à Barcelone, c'est-à-dire voilà, je parle pas de moi, je parle des socios. Bon, d'accord. Voilà, vous nous avez vendu tout ce que vous nous avez vendu là cet été, enfin surtout depuis la communication de crise qu'il y a depuis le départ de Neymar. Vous nous avez dit que Paulinho, ça allait apporter plus de volume au milieu de terrain et que c'était pas un choix par défaut. Voilà, donc on a envie de voir effectivement ce que vont apporter Semedo, Paulinho, Deulofeu et Dembélé. Mais après, effectivement, on a la sensation qu'il a plus trop le droit à l'erreur et qu'au moindre faux pas, il sera guetté, attendu, et que voilà, si il aspire lui ou ses acolytes actuels à être de nouveau à la tête du Barça lors des prochaines élections, il va falloir rectifier le tir et rapidement. Moi j'ai une question en disant ça. Avec l'épisode Neymar, on a vu qu'ils ne se sont pas remis en question et ils n'ont pas pu anticiper le fait qu'il allait partir. Est-ce que tu sens qu'ils se sentent, entre guillemets, un peu en danger et observés pour essayer de rectifier la mire, ou ils vont continuer de leur ligne qui pensent être bonne et ils vont aller droit dans le mur? Est-ce que tu les vois un peu changer de fusil d'épaule et adapter un peu leur politique pour coller plus aux attentes des socios, ou pas du tout? Ou ils vont continuer comme ils sont là et... Très honnêtement, j'ai l'impression que non, pas vraiment, parce que ils ont un peu les œillères en fait. Voilà, il suffit de lire les interviews de Bartomeu pour se dire que en fait, il est un peu à côté de la plaque quoi, sur certaines choses. Il comprend pas forcément pourquoi il est critiqué et des fois les réponses qu'il peut apporter correspondent pas du tout à la réalité. Voilà, on a envie de lui dire presque, voilà, descends au café en bas de chez toi, va discuter avec eux. Bah, c'est un peu un problème de tous les politiques, voilà. Ils se sont un peu enfermés dans leur bulle. Donc, bon, ils se sont fait avoir une fois avec Neymar. Et au lieu de se dire, bon, bah, on s'est planté, et de le reconnaître aussi, hein, ça aurait été une belle preuve de sagesse de leur part. Et de se dire, voilà, là-dessus, on s'est planté, voilà. Ils disent, la seule erreur qu'on a fait, c'est d'avoir cru en Neymar, d'avoir eu confiance en lui et en son père. Et voilà, et comme je disais tout à l'heure, pour moi, gouverner, c'est prévoir. Et malheureusement, ils l'ont pas assez fait. Et surtout, à moyen et long terme. C'est-à-dire qu'en fait, ils se sont dit, voilà, ils avaient peut-être un peu trop de nez dans le guidon. Et quand il a fallu un peu prévoir
former une équipe, à penser déjà une équipe à la saison d'après ou celle encore d'après, comme a pu faire d'ailleurs le Real Madrid. On le voit vous avez parlé effectivement des deux figures de pro actuelles, Isco et Asensio, mais effectivement ils ont récupéré Ceballos et tout, et aujourd'hui ils ont le meilleur milieu de terrain d'Espagne, voire même certainement du monde. Et le Barça à côté de ça est resté un peu immobile, et puis maintenant il lève la tête, et puis il y a une espèce de conservatisme qui a fait qu'ils ont laissé un peu le train passer, et que maintenant ils courent après, mais ils sont pas prêts de le rattraper tout de suite visiblement. C'est déjà la fin de ce podcast, c'est déjà 22h. Nous remercions Florent Torchu pour son temps précieux et ses éclairages. Nous, on s'est régalé, je pense que le reste de l'équipe aussi. Ah, c'était super, merci beaucoup. Totalement. Merci À vos beaucoup. plaisirs, quand vous voulez, on met ça. Merci Allez, pour les premiers Dembélé, les premiers buts, rapidement. Merci à la joyeuse bande. Max, Merci à toi, encore un plaisir d'être là avec vous. Nico Merci à tous et bonne soirée. et Ben, notre régisseur Intérimaire. exceptionnel et d'exception. Et merci, c'était vraiment un plaisir, je me suis régalé. Et j'espère que vous aussi. Le replay sera disponible dans quelques minutes sur SoundCloud et YouTube. On se retrouve la semaine prochaine. Hasta pronto y buona nit. 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 Hasta pronto.